Merci d'être tous présents ici pour ces 21e débats de l'Institut Palladio. Merci à Alexandre Labas de nous accueillir encore à ce pavillon de l'Arsenal pour tenir ce débat qui est d'une nature un peu différente des débats habituels de l'Arsenal, puisqu'on est moins urbaniste, architecture, nous, et plus socio, économie, dans nos réflexions sur la ville, mais on réfléchit à la même chose, donc c'est ce qui nous a rapprochés et qui fait qu'on peut échanger véritablement à la fois des cibles de gens intéressés et des thèmes de discussion. Il se trouve que l'Institut Palladio, cette année, avait mis à son programme les échanges dans la ville de demain, et en particulier dans les grandes villes et les métropoles de demain. En particulier, ce débat traditionnel du printemps sur le Grand Paris, on l'avait intitulé « Échange de biens et services dans les métropoles et mobilité des personnes, pardon, quels enjeux pour le Grand Paris ». Donc, on se retrouve ici à parler de ces questions de mobilité. Je vais les introduire tout de suite et assez rapidement, mais j'accueille en votre nom Fouad Awada, qui est le directeur général de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme Île-de-France. Si l'Institut d'aménagement et d'urbanisme Île-de-France n'est pas à même de nous brosser un peu le tableau et le paysage de nos réflexions, c'est à désespérer. C'est 60 ans d'Institut d'aménagement et d'urbanisme et d'analyse tous azimuts de ce qui se passe dans la région. Donc je pense que ça sera très, très intéressant. Et Ludovic Castillo, qui est président d'Altarea Commerce, c'est notre dimension investissement immobilier, c'est quand même notre ADN principal. Et nous allons pouvoir réfléchir à ces questions-là avec lui, sachant que Ludovic Castillo pilote en particulier l'opération qui est l'opération qui a été mise en concours par les Italiens sur le réaménagement d'un certain nombre de gares. Donc vous voyez que cette préoccupation, elle est assez générale, européenne, et ça nous permettra d'élargir un petit peu le champ. Et puis comme tout est bien minuté, j'en profite pour accueillir Patrick Brauzek, voilà, qui est là et qui nous fait l'amitié d'être présent malgré un emploi du temps extrêmement chargé. Donc, merci Patrick. On va essayer de respecter tes contraintes. Voilà, peut-être le siège qui est là-bas. Voilà. Alors, on va pouvoir démarrer. Tout le monde est là encore. Merci, messieurs, pour votre présence avec nous ce soir. Ça fait 10 ans que l'opération Grand Paris a été lancée dans un discours du plus haut niveau avec le président de la République qui s'était impliqué dans la chose. Il s'est passé pas mal de choses depuis cette date-là, mais on peut noter qu'une des décisions les plus directes qui ont été prises, c'est celle de la création d'un réseau ferré rapide, express, de type métro. C'est-à-dire que le problème de la mobilité dans cette métropole en cours de construction a tout de suite été considéré comme étant une priorité opérationnelle. Depuis, la Société du Grand Paris s'est mise en place. Le déploiement de cette politique du Grand Paris est en train de se faire. Et c'est un petit peu cela qu'on va essayer d'interroger ici. Certes, s'il y a 68 gares, ce qui est quand même pas rien, 68 gares, c'est un réseau et une trame extrêmement importante qui se fait. Elles ne seront pas toutes de même nature, de même échelle, de même ampleur, mais elles constituent une trame, un réseau qui va rencontrer des réseaux existants. Je pense au RER, je pense aux prolongations des lignes du métro parisien, je pense aux trams, aux lignes de bus, etc. Donc c'est la constitution de pôles d'échange qu'il y a derrière ce déploiement. Ces pôles d'échange qui vont être des pôles d'attractivité pour la population, pour la densification de la partie la plus agglomérée de la région. Ça va être aussi l'opportunité de créer de véritables hubs où, au-delà des échanges multimodaux, vont pouvoir s'échanger des biens et des services. Peut-être pas partout. C'est une des questions qu'on peut se poser, ou peut-être n'a-t-on pas pris suffisamment en compte cette dimension-là.
Et puis je dirais au-delà, c'est peut-être des fragments de centralité, cher à Patrick Braouzek, qui sont en train d'être semés, là aussi, à des échelles différentes, mais qui peuvent préfigurer, participer à la construction d'une métropole parisienne polycentrique. Voilà, même si chacun des fragments de centralité n'a pas la même échelle et la même importance. Voilà ce que je voulais dire un peu en introduction. C'est l'objet de nos débats, d'essayer de s'interroger un peu sur tout ça. Et je vais rapidement, sans perdre trop de temps, passer la parole à Fouad Aouada. Vous connaissez un peu notre organisation. On essaie toujours de documenter le sujet. Après, je passerai la parole à Patrick Braouzek et ensuite à Ludovic Castillo. Mais comme Patrick Braouzek est pressé et a une date butoir, on va faire en 2 temps la documentation, demander à Fouad Aouada de nous parler un peu des flux, nous donner un peu le paysage, sans trop rentrer dans l'analyse. Et puis, ça permettra de rebondir sur une question à Patrick. Et on reviendra après sur des éléments d'analyse peut-être un petit peu plus approfondis. Fouad, merci encore d'être là et je te laisse la parole. Merci. Je vais tâcher de tenir dans une dizaine de minutes de manière à laisser à Patrick Braouzek un quart d'heure ou un peu plus peut-être. 10 minutes aussi, très bien. Voilà. Donc simplement, alors concentrez-vous parce qu'il va y avoir du chiffre. Donc, quelques éléments sur la mobilité en Île-de-France. 12 millions d'habitants aujourd'hui. À chaque habitant correspondent 4 déplacements, 2,5 en mécanisé, vélo compris, et 1,5 à pied. Mais quand on regarde sur les distances parcourues, tous les jours, si on met toutes les distances que nous parcourons les uns et les autres, ça fait à peu près la distance de la Terre au Soleil, tous les jours, en Île-de-France. Et cette distance de la Terre au Soleil, là, les piétons, les cyclistes, les 2 roues motorisés disparaissent, ils font moins de 7%. Et l'essentiel, c'est la voiture et c'est les transports collectifs. Dans une proportion de 2 tiers, 1 tiers, il y a 15 millions de déplacements automobiles par jour. Et il y a à peu près 8,5 millions dans les transports collectifs. Et en distance, là, les transports collectifs augmentent un peu puisque les distances parcourues sont en moyenne plus importantes. Mais ce n'est pas tout, puisque la population continue d'augmenter tous les ans. Donc elle augmente de 50 à 60 000 habitants. Et donc, si on multiplie, là les chiffres sont un peu faux, si on multiplie ça par la mobilité par personne, tous les ans, il faut assurer un peu moins de 150 000 déplacements mécanisés en plus. Or, ces déplacements mécanisés en plus ne vont pas à la voiture, parce qu'il y a des restrictions, parce que le réseau n'a pas été développé. Les observations précédentes montrent que ça va à 70 à 75% dans les transports collectifs. Donc à chaque fois qu'il y a un habitant de plus, ça va dans les transports collectifs principalement, et à peu près à 1/4 dans les 2 roues motorisées et le vélo. C'est dire qu'il y a une pression énorme sur les transports collectifs. Et quand vous voyez les chiffres qui sont là, évolution 2014-2017, nous avons eu 7% de plus sur les bus, 27% sur le tramway. Ça, 27% pour les tramways, parce que le tramway a été le seul mode qui s'est vraiment développé. 1% sur le métro et 20% sur le RER et les trains, sachant qu'on n'a pas ajouté de RER, ni de Transilien. Vous voyez un peu ce qu'on fait, on déverse en fait tout ce qui n'est pas pris par la route va dans les transports collectifs. Et donc on assiste quand même à des évolutions qui sont d'une part une distinction de plus en plus, qui évolue de plus en plus. Paris et la petite couronne qui vont vers un modèle qui est un maillage des transports collectifs plus serré, avec des tramways, des bus, du métro et bientôt le Grand Paris Express. Également une pression de plus en plus forte pour diminuer la place de l'automobile, donc d'abord les zones 30. Puis maintenant, il y a une réflexion sur le périphérique et les voies rapides. Et puis, il y a un fort report sur les transports collectifs, mais également les 2 roues motorisées et le vélo. Et puis la Grande Couronne, où là, on ne peut pas de toute manière mailler avec les transports collectifs. Et on est dans une population en croissance, parce que je vous ai dit qu'on augmentait de 50 à 60 000 habitants par an. Malheureusement, les derniers chiffres depuis entre 2010 et 2016 montrent que Paris et Petite Couronne ne prennent pas leur part. La Petite Couronne prend sa part, mais Paris perd des habitants, si bien que
Aujourd'hui, c'est un tiers de la croissance qui est pris par Paris Petite Couronne et 2 tiers continuent à être pris par la Grande Couronne. Et donc là, c'est la population qui est en croissance et c'est la voiture qui est en croissance. Et c'est un modèle tout à fait traditionnel, à l'ancienne. Les drives ont encore un avenir devant eux. Donc, face à cette pression sur les transports collectifs, il y a une offre nouvelle qui est, on peut le dire aujourd'hui, tout à fait exceptionnelle, programmée dans le cadre du Grand Paris Express, bien sûr, mais pas que, puisqu'il y a aussi des prolongements de lignes de métro, il y a aussi EOL, qui va s'étendre jusqu'à Mantes-la-Jolie, et également le développement des réseaux de tramway, de bus, et il y a des chantiers aujourd'hui partout. C'est vraiment un stade industriel, comme le dit la Société du Grand Paris que vous présidez. Donc c'est la réponse. Alors, évidemment, c'est une réponse qui a beaucoup tardé, puisque ça fait 20 ans qu'on n'a pas construit de nouvelles routes, et nous n'avons offert que de nouveaux tramways. Donc les transports lourds, les derniers, c'était la ligne 14 et EOL, des décisions de Rocard. Donc depuis transport lourd, c'est la première fois, on va avoir les premières mises en service en 2024. Donc c'est quand même une longue période. Donc, et cette offre, le Grand Paris Express, c'est 200 km. 200 km, c'est l'équivalent du métro actuel, qui fait 217 km. Le métro actuel fait 4 millions de passagers, avec des doubles comptes, bien sûr, parce que quand vous êtes dans le métro, vous êtes parfois dans le RER ou le Transilien, etc. Le GPE, on estime, c'est une rocade, il en fera moins, il fera 2 millions de passagers qui vont emprunter, enfin entrer dans les gares tous les jours du Grand Paris Express, 2 millions à 2 millions et demi. Mais, bien entendu, on ne sait pas aujourd'hui calculer très précisément ce que ça va faire en désaturation du réseau existant, en prise en compte de la croissance de la demande ou en anticipation voilà, c'est entre éponger les retards. Mais ce qu'on sait, c'est que ça va changer la géographie des flux. Et là, le STIF s'est amusé, avec d'ailleurs les chiffres de projection de population et d'emploi, leur répartition à travers l'ensemble de l'Île-de-France, sur l'impact de la construction, GPE compris, et à l'horizon 2030. Et on constate en réalité, vous voyez en bleu toutes les lignes qui vont voir leur fréquentation baisser, et en vert celles qui vont voir augmenter. En métro, par exemple, toutes les lignes de métro de l'ouest parisien vont désaturer. Mais la ligne 14, dans le passage dans Paris, va être extrêmement sollicitée. De la même manière, sur les tramways, certains vont être très pris, mais c'est surtout les radiales depuis la Grande Couronne, vu que la Petite Couronne et Paris sont mieux accessibles en transport collectif, c'est les radiales qui vont en prendre un coup, c'est-à-dire qui vont être encombrés depuis la Grande Couronne, là où la croissance démographique va se poursuivre. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles l'État est si insistant pour que la population n'aille pas habiter en Grande Couronne, et que là où on met les gares du Grand Paris Express en Petite Couronne, eh bien c'est que là on fasse des opérations de densification et ainsi de suite. C'est l'insistance d'une politique publique qui dit si vous ne faites pas ça, les logements vont se mettre en Grande Couronne et on va avoir des problèmes. Donc on peut s'attendre avec ce schéma-là à une accentuation de la concentration des emplois à Paris. Et en Petite Couronne, dans les endroits qui vont être desservis, c'est-à-dire un peu de métropolisation. Il y aura un rapprochement de l'approche banlieue, notamment nord-ouest et sud-ouest, du modèle parisien, c'est-à-dire c'est une banlieue qui va être très dense, c'est une banlieue dans laquelle on va trouver des véhicules partagés, on va trouver des restrictions aux véhicules automobiles, on va trouver aussi des Parisiens qui vont sortir habiter, une gentrification qui a déjà commencé d'ailleurs, mais qui va probablement se poursuivre. Parce que le réseau est très proche. Et puis, on va voir probablement, sous l'effet des politiques publiques, une concentration des flux de personnes au point de correspondance des TC, c'est-à-dire là où il y a des transports collectifs, où il y a du monde, voilà, il y aura des flux, et la pression sur les réseaux radios. Alors, c'est pour ça que on a une politique publique
qui appelle à l'intensification urbaine des quartiers de gare. Et je parle bien d'une politique publique. Ce n'est pas une tendance qui va de soi. C'est une politique publique. Elle est volontaire. C'est l'État, c'est la région, c'est les pouvoirs publics qui poussent pour que ça se fasse. Et pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. Or, dans ces quartiers de gare, effectivement, il y a un potentiel qui peut être exploité, mais il y a toujours le marché, il y a les politiques municipales, donc il n'est pas toujours évident d'accorder les choses. Sur les tendances elles-mêmes, l'Observatoire régional du foncier que nous animons avec la DRIEA, c'est-à-dire que l'État équipement, a montré, observe les valeurs foncières, c'est-à-dire au moment des transactions, dans les quartiers de gare, on compare la valeur de ces transactions par rapport aux transactions qui sont produites dans la même commune autour. Donc, en prenant les lignes qui font l'objet de chantiers aujourd'hui, la ligne 14, c'est-à-dire Météor, enfin la ligne 14 qui va d'Orly jusqu'à Saint-Denis, Pléel, et puis la ligne 15 Sud, qui est une des plus avancées, ainsi qu'Éole, dont le chantier démarre. On constate quoi? On constate sur la ligne 14 que, en fait, là où ça se valorise le plus, dans le quartier de gare, c'est à Saint-Ouen et c'est autour de Rungis. Il n'y a pas de raison particulière à ce que ce soit le Grand Paris Express qui provoque ça. Il y a peut-être plutôt d'autres facteurs. Donc on s'interroge, c'est pas certainement ça. Hein, voilà. Enfin, donc c'est pas tout à fait évident. Et sur la ligne 15 Sud, il n'y a qu'un cas dans lequel on trouve 5% de plus de valeur dans le quartier de gare par rapport à la commune. Donc il n'y a pas encore d'effet avéré. En revanche, sur Éole, qui lui part dans une banlieue plus lointaine, manifestement, les quartiers de gare frémissent. Voilà. Donc peut-être que c'est lié. Peut-être qu'en Grande Couronne, le quartier de gare prend de la valeur. Et puis, cette carte vous montre les projets de développement urbain qui se trouvent à la croisée du Grand Paris Express, mais ailleurs aussi. Mais vous voyez à la liste de ces projets urbains que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous, que beaucoup sont antérieurs, ont été lancés antérieurement à la ligne du Grand Paris Express. C'est pour ça que je dis que les gares et les projets urbains se nourrissent mutuellement, plus que l'un n'engendre l'autre. Hein. Donc, vous voyez que les Ardoines, c'est un vieux projet. Bon, le campus Grand Paris autour de l'IGR, c'est vrai que ça a été décidé en même temps par la mission Christian Blanc. Mais l'île Séguin, c'est un truc qui remonte aux années 80. Rouaille 2000, on s'en rappelle. Les docks de Saint-Ouen, Plenco, le canal de l'Ourcq, etc. Donc c'est plus un dialogue et le GPE peut être un accélérateur de projets, mais n'est pas à l'origine des projets. D'ailleurs, on a peut-être tracé aussi le GPE pour qu'il passe par ces projets pour les accélérer. Alors, il est 7h30. Est-ce que tu veux que j'arrête là? Je pense que c'est déjà une belle introduction et ça nous campe pas mal le paysage. Il y a de quoi répondre. Donc je vais laisser la parole à Patrick Moisec compte tenu du temps. Donc comment tu réagis à ces propos de mise en perspective avec une question bien particulière, celle à la fois de l'augmentation des prix qu'a évoqué Fouad sur un certain nombre de quartiers qui sont des quartiers populaires quand même, des quartiers de première couronne et qui peuvent perdre un peu leur âme dans ce type d'évolution. C'est peut-être un peu l'externalité négative et puis l'externalité positive, c'est comment cet outil peut permettre de structurer et de trouver une structuration, une ossature un peu plus forte et un peu plus équilibrée par rapport à la commune capitale de la formation de la métropole du Grand Paris. D'abord, bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Je suis vraiment désolé parce que normalement, le conseil municipal de Saint-Denis avait lieu demain. Et puis, on nous a annoncé des ministres pour fêter l'anniversaire de la fin de l'esclavage.
Et donc, il a été reporté, avancé à ce soir. J'avais pris des engagements vis-à-vis de vous. En plus, c'est un conseil municipal qui va avoir à discuter et à voter sur le PLUI, vous voyez un peu. Et comme c'est quand même Plenco qui l'a porté, il va falloir que je vous quitte assez vite. J'ai promis de ne pas être trop en retard. Il y a la présentation que je connais, mais après dans le débat. Alors comment je réagis d'abord? Je partage le constat qu'a fait Fouad sur le retard accumulé, c'est-à-dire effectivement entre les décisions qui ont été prises par Rocard dans les années 90, début des années 90, et puis l'annonce du président Sarkozy en 2008, il ne s'est pas passé grand-chose sur le développement des transports collectifs. Et j'aime bien que tu dises transport collectif et non pas transport en commun. Ça t'intéresse? Je t'expliquerai pourquoi. Non, mais je partage. C'est Marc Paco qui nous disait qu'on ne crée pas du commun dans les transports collectifs. Donc c'est collectif, mais il n'y a pas de commun là-dedans. Enfin bref. Donc partager ce constat. Je partage aussi ce que tu disais sur la mise en perspective finalement de ce réseau de transport, de ses conséquences. Alors après, il y a des défis, il y a des enjeux. D'abord, et je pense que ça, on ne le mesurait peut-être pas suffisamment, on a aujourd'hui des populations qui sont sur ces territoires et qui, avec d'ailleurs des contradictions, je pense à certains élus, par exemple des élus verts, qui d'un côté nous disent non à l'étalement urbain, mais qui de l'autre nous disent attention à la densification de territoires. On a le débat aujourd'hui sur notre PLUI, par exemple. Donc des contradictions assez fortes. Il faut effectivement qu'il y ait une parole politique très très forte sur cette question de l'intensification, si on veut ne pas faire peur avec densification, mais bon, c'est la même chose, sur l'intensification autour de ces gares qui, bien évidemment, ont un double but, à la fois de répondre aux besoins de mobilité des populations existantes, de mobilité, voire même de désenclavement. Je rappelle qu'il y a eu tout un débat, vous vous souvenez, sur les deux schémas, l'un porté par l'État, l'autre par la région, et la façon dont ça a été tranché, à mes yeux, d'une manière très positive, parce que finalement, ça répondait à cette double volonté de faire une grande rocade autour de Paris, au gros autour de la 86 en transport collectif, et puis de pouvoir désenclaver des sites comme Sevran, comme Clichy, Montfermeil, qui sont aujourd'hui privés de transport collectif digne de ce nom, en tout cas contemporain. Donc là, ça a cette vocation de répondre à cette mobilité, à ce désenclavement, et puis d'un autre à créer, et c'est ce que tu disais, c'est-à-dire créer de nouveaux lieux de centralité. Et c'est quand même tout l'enjeu qui va se jouer autour de ces gares, de ces nouvelles gares. C'est valable d'ailleurs en dehors des gares du Grand Paris Express. Alors, certaines vont jouer un rôle plus particulier. Bon, je pense par exemple à la gare Saint-Denis-Pleyel, parce que à l'horizon 2030, cette gare de Saint-Denis-Pleyel dans laquelle il y aura la ligne 13, la ligne 14, la ligne 15, la ligne 16, la ligne 17, la ligne D et la ligne H du RER, ça sera mieux ou pire que Châtelet, tout à fait. Et il ne faut pas que ce soit simplement un lieu d'interconnexion, de déplacement. Il faut qu'il puisse effectivement jouer un rôle d'animation de quartier, elle joue ce rôle de centralité. Alors avec tout l'aspect commercial, mais ça je crois qu'il y aura quelqu'un pour en parler mieux que moi, mais pas que. Il faut qu'on essaye de se projeter, savoir ce que vont attendre nos populations en termes de services dans ces gares qu'ils pourront utiliser parce qu'ils vont se déplacer, mais qu'ils pourront aussi utiliser en tant que salariés parce qu'on travaillera à côté, en tant qu'habitants parce qu'on vivra à côté,
ou en tant que nouveaux usagers de services publics qui seront dans ces gares. C'est tout le travail que l'on mène au sein de la Société du Grand Paris, et notamment sur les projets culturels. Comment fait-on pour que dans chacune de ces gares, il y ait une attractivité culturelle qui permet de donner un peu de chair, de sensible dans la vie de ces équipements. Autre chose, là où je mettrai un petit bémol, mais tu l'as évoqué, peut-être que c'était le danger que tu soulignais, c'était la question de la gentrification. Il y a un défi là aussi qui nous est posé à tous, y compris compte tenu des mois qu'on vient de passer avec certaines manifestations dont on n'a peut-être pas fini d'essayer de comprendre les motivations. En tout cas, moi, j'ai quelques éléments de réponse. C'est de faire en sorte que les populations les plus modestes ne se retrouvent pas chassées de ces lieux de centralité. Et c'est toute la question que tu évoquais avec la question de la maîtrise publique. Si l'on ne veut pas qu'il y ait de spéculation foncière et immobilière, et on sent qu'il y a une tendance très forte, hein, tu as évoqué Saint-Ouen, j'y reviendrai en une petite parenthèse, mais si on veut qu'il n'y ait pas de spéculation foncière et immobilière, il faut qu'il y ait une maîtrise publique qui permette effectivement de construire dans le périmètre de ces gares à la fois des surfaces de bureaux, des activités, mais aussi du logement, et du logement à la fois en accession à la propriété, du logement libre et du logement social, et du logement très social. Parce que le paradoxe pourrait être le suivant, moi je prends toujours cet exemple, et je prie de m'excuser s'il y a déjà une ou deux personnes qui l'ont entendu, mais prenons l'exemple de la femme de ménage qui vit aujourd'hui dans le centre-ville d'Aubervilliers, et qui chaque matin et chaque soir, parce que bien évidemment on lui complique la vie en lui faisant faire le ménage et le matin et le soir, va faire des ménages dans les bureaux de la Défense. Aujourd'hui elle va mettre 1h15 pour y aller, retour aussi, la rebolote le soir. Elle dit chic, le Grand Paris Express arrive en bas de chez moi. Sauf qu'il faut encore qu'elle habite encore là, au moment où le Grand Paris Express va arriver. Et que l'avantage pour elle d'aller en une demi-heure à la Défense ne se traduise pas par une extradition, ou en tout cas une expropriation ou une ex-localisation qui l'amène à aller de nouveau dans un périphérique encore plus loin et qui lui ne facilite pas la vie. C'est un des enjeux. Et c'est un enjeu qu'on retrouve autour des 68 gares du Grand Paris Express. Ce n'est pas pour rien qu'il y avait ce périmètre de 1 kilomètre autour des gares, une maîtrise, pour justement faire en sorte que la puissance publique reste maître du jeu, quelque part, et que ce ne soit pas simplement que le marché qui impose finalement ses lois. Juste un petit mot qui conforte ce que je viens de dire. Après, c'est une question de volonté politique. Faire référence à Saint-Ouen, au fait qu'il y a une montée des prix. C'est voulu par le maire. Voilà. Le maire, on a une charte, nous, de nouvelles constructions sur pleine commune qui impose aux promoteurs un plafond de prix de sortie. Le maire de Saint-Ouen ne veut pas l'appliquer à sa commune. C'est pas un jugement de valeur que je fais, c'est un constat. Et c'est à partir de ce constat qu'on voit la différence, effectivement, entre des volontés politiques qui visent à faire en sorte que l'ensemble des populations, y compris les populations les plus modestes, puissent être dans ces lieux de centralité, et puis d'autres qui souhaitent, au contraire, les en éloigner. Dernière chose, il y a aussi tout un débat, parce que tu évoquais, Fouad, le fait qu'il y a à la fois augmentation de la population à l'échelon de la région Île-de-France et une baisse de population dans Paris intramuros, de l'ordre de 14 000 habitants, ou 12 enfin en gros, chaque année, ce qui n'est pas sans poser problème par rapport à y compris à ce qu'on vient de dire sur la question de l'étalement urbain, parce que on est en train de rogner et de manger aujourd'hui des surfaces agricoles au moment où on dit partout qu'il faut qu'on arrête de minéraliser, qu'il faut revégétaliser, que dans tous les PLUI on parle de pleine terre, etc., etc. Donc il y a vraiment des enjeux qui sont à la fois des enjeux urbains, mais aussi des enjeux énergétiques, climatiques, environnementaux.
Et une des questions qui nous est quand même posée, alors peut-être qu'il faut enrayer la perte de population parisienne, sans doute qu'il faut, là où il y a effectivement des nouvelles gares, intensifier, petite parenthèse, pleine commune, c'est la moitié de Paris en superficie, à peu près, et c'est quasiment 6 fois moins d'habitants. Donc on a une densité 3 fois moins grande. Sauf que quand je le dis aux plénos communards qui habitent le territoire, ils ne le vivent pas comme ça. Voilà. Donc il y a aussi le ressenti de cette intensification, la façon dont on construit la ville. Les questions urbaines ne sont pas neutres dans cette organisation. Donc il va falloir faire ceci sans pour autant, et ça rejoint la réflexion que je faisais sur les mouvements que nous avons connus depuis quelques mois, continuer à dire qu'on doit être une métropole attractive. Moi, je me méfie beaucoup de ce mot d'attractivité, parce que si le résultat, c'est de continuer à faire en sorte d'augmenter la population francilienne en vidant les autres territoires, et notamment des territoires des villes moyennes, des périurbaines, rurales de leur population, on n'est pas au bout des gilets, quelle que soit leur couleur d'ailleurs après, parce que ça peut devenir autre chose que jaune. Il y a une vraie question autour de la façon dont on pense la métropolisation. Moi, on est quelques-uns à défendre au sein de cette métropole, une métropole dynamique, donc qui crée des richesses, mais une métropole aussi rayonnante, qui renvoie vers les territoires les plus en difficulté aussi une grande partie de ces richesses. Ça se fait déjà en partie, hein. La métropole parisienne redistribue, mais il va falloir aussi qu'on arrive à penser là aussi l'organisation du territoire, l'aménagement du territoire d'une autre manière. Et je pense qu'un des premiers objectifs qu'on devrait avoir aujourd'hui, ce qui se fait, mais qui se fait à mes yeux assez mal, c'est l'aménagement numérique du territoire. De la même façon que quand on a inventé le train, on a mis des gares partout. Au moment où on a inventé l'électricité, chacun avait pu être relié, y compris au même coût que les autres, même s'il y avait 10 poteaux pour arriver à la maison, on payait le même coût que celui qui l'avait juste en bas de chez lui. Il faut qu'on pense cet aménagement numérique du territoire, parce que c'est aussi sans doute une solution pour mieux relier aujourd'hui ces grandes métropoles avec le périurbain ou le rural. C'est un enjeu déterminant pour les villes moyennes. Je finis par ceci parce que ça m'a marqué, et là encore peut-être que certains l'ont déjà entendu. Il y a quelques mois, je recevais Benoît Apparu, l'ancien ministre, et qui est maire de Châlons-en-Champagne. Et à un moment dans le débat qu'on a eu, il me demande combien de taux de chômage j'ai sur le territoire de pleine commune. Et je lui dis 17-18%. Il me dit j'en rêve. Et je lui dis pourquoi t'en as combien? Il me dit 9. Je lui dis pourquoi t'en rêves d'en avoir 17 ou 18? Il me dit parce que c'est simple, moi je sais que dans 5 ans je n'en aurai plus que 5, et puis dans 10 ans j'en aurai plus que 2. Toute ma population active s'en va. Donc la question de l'attractivité qu'on évoquait, il faut qu'on la pense dans cette dynamique et dans ce partage, dans ce travail très, je pense, particulièrement important qu'on a à mener avec ces territoires du rural, du périurbain et ces villes moyennes qui aujourd'hui sont en fragilité. Merci Patrick. Je suis soucieux de ton horaire, donc j'hésite à poser une question, à rebondir sur les propos, mais il faut simplement une précision. La démographie de l'Île-de-France, elle est déficitaire s'il n'y a pas d'immigration extérieure. C'est-à-dire qu'elle est déficitaire par rapport aux régions. Donc c'est pour préciser quand même le propos. C'est pas les régions qui se vident au bénéfice de l'Île-de-France. C'est plutôt dans l'autre sens que oui, qu'on lieu du mouvement. C'est le bémol que je mettrais sur ce que tu as dit, c'est-à-dire que la croissance francilienne est en proportion la même que la croissance de la population française. On prend 18% de la croissance française, puisqu'on fait 18% de la population. En fait, la région Île-de-France, même si on met des politiques d'attractivité,
ça fait un bail qu'elle n'est plus si attractive que ça. Les gens fuient, les gens s'en vont. Il y a vraiment un phénomène de rejet du stress, de l'encombrement, de la congestion, etc. Mais les gens viennent pour travailler, mais ensuite ils s'en vont quand ils aspirent à une qualité. Et de structure de la population, parce qu'il y a quand même les retraités qui partent effectivement. Donc en fait, grosso modo, les actifs qui viennent en région parisienne. L'Île-de-France fait plus de naissances que le reste de la France. Oui. Mais dans ces échanges C'est les migratoires jeunes, avec l'étranger et avec la province, elle est déficitaire et lourdement déficitaire. Si bien qu'au final, on reste à peu près... Enfin, en termes de structure, c'est quand même les retraités qui ne font pas d'enfants qui sont partis et les jeunes actifs qui font des enfants qui sont à l'intérieur. Pas que. Il y a beaucoup d'actifs maintenant qui partent à Bordeaux, qui partent à Lyon, qui partent à Toulouse, par qui rapport partent aux autres métropoles. Voilà, exactement. Bien sûr. Par rapport aux autres, oui, tu nous quittes quand tu veux. On le regrette profondément, mais moi aussi. Et on te remercie. Il a envie de rester. Oui, je sais qu'il a envie de rester. Ça m'aurait intéressé qu'on puisse avoir le débat. On l'aura ailleurs. Bon, merci. Très bien, merci Patrick en tout cas d'avoir fait cet effort de passer un moment parmi nous malgré ces contraintes imprévues. Fouad, si on va un petit peu plus loin, peut-être reprendre ta présentation. Oui. Vous aurez votre moment de gloire, ne vous inquiétez pas. Sur cette structuration, est-ce qu'on voit apparaître des échelles différentes, des éléments de la trame qui sont des éléments de la trame où vont se concentrer des choses. On parlait de Pleyel tout à l'heure, avec un nombre assez incroyable de rencontres qui peuvent se produire. C'est quand même pas le cas de beaucoup de communes ou de gares que l'on voit ici. Est-ce qu'on peut dire que sur les 68 gares, il y a une dizaine de pôles qui risquent de se constituer, ou moins que ça, ou plus que ça? Quelles sont les échelles un peu de cette structuration? Alors, oui, voilà, j'avais montré cette carte qui montre le Grand Paris Express avec ce qu'il y a autour, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des réflexions justement autour de ces gares, si le fait d'avoir des flux justifierait qu'on s'y intéresse comme lieu de développement. Alors, il y a des études en cours de cabinets spécialisés. Là, par exemple, c'est un travail de CBRE sur les zones potentielles où on peut faire un peu d'immobilier de bureau, où ils classent un certain nombre de secteurs. Alors, on voit très bien qu'en réalité, le rectangle le plus prometteur reste toujours au même endroit. Donc, c'est l'ouest parisien avec la Défense. Bon, donc c'est pas étonnant, mais quand même, il s'aventure un peu à dire on peut prospecter ailleurs. Cette carte, je voudrais la montrer parce que c'est un travail du Boston Consulting Group. La zone qui est grisée ici. C'est la zone dans laquelle tous les points qui sont dans cette zone sont accessibles à plus de 60% des habitants de l'Île-de-France en moins d'une demi-heure. En une demi-heure, par le meilleur moyen, voiture ou transport collectif, etc., vous avez 60% des Franciliens qui peuvent accéder à ça. Pourquoi je vous la montre? C'est pour montrer que les zones les plus accessibles ne sont pas nécessairement les zones les plus porteuses. Déjà, ça refroidit un peu, c'est d'ailleurs... On peut améliorer l'accessibilité, mais ce n'est pas un critère absolu. Puisque les zones les plus accessibles, vous voyez que le cœur de Paris n'est pas du tout accessible. C'est les gares dans lesquelles arrivent les trains de banlieue et les trains de grande ligne. Et c'est aussi le maillage assez fin des transports collectifs. Et puis le nord-est, parce qu'il y a du peuple là-bas. Donc les lieux d'habitat sont parfois plus accessibles que les lieux de travail. Alors, il y a des réflexions sur le commerce, savoir, mais là, je ne suis pas un spécialiste, je vais vous dire ce que j'ai trouvé. Donc, j'ai trouvé qu'au dernier MIPIM, le rapport EY n'était pas gentil avec... enfin, si, ils essayaient d'être gentils avec les actifs du retail en disant, bon, ne vous inquiétez pas trop, c'est un modèle qui se cherche, etc. Mais aujourd'hui, il y a une baisse très forte des autorisations commerciales, concurrencées par le e-commerce, etc. Donc, on essaie de trouver des idées. Alors, il y a l'idée d'associer ça au loisir, comme
ou à d'autres choses comme Europa City, on avait inventé des modèles. Et puis là, c'est la tentation de dire, et si on faisait dans les gares ce qu'on fait ce qu'on a fait dans les aéroports, et donc avec l'idée de gare et connexion, et le modèle gare et connexion, de ce que fait gare et connexion dans les gares. Alors, il faut voir que là où ça s'est développé, c'est dans ces grands secteurs de la gare du Nord, gare Saint-Lazare, gare de Lyon et gare Montparnasse, qu'il y a les flux de passagers les plus impressionnants. Quand vous voyez la gare du Nord avec presque 1 million de personnes qui passent par la gare du Nord tous les jours, là où vous dites, effectivement, il y a des gens qui attendent, il y a peut-être un modèle à creuser. Et là, ça peut être du sérieux. Et d'où les projets de Gare du Nord, de Montparnasse, que tout le monde connaît. Et puis, si on regarde au-delà de ces grands hubs, en fait, c'est quoi les grands hubs? C'est les aéroports, vous avez Roissy, vous avez Orly, vous avez ensuite les 4 gares que je viens de citer, vous avez la Défense, parce que c'est un lieu de convergence extrêmement important d'emploi, il y a une densité d'emploi très forte, il y a des gens qui sont à la Défense toute la journée, donc plus de l'habitat. Et vous avez les halles qui ne sont pas, disons, une gare qui génère du flux pour le commerce, c'est plutôt un centre commercial qui rend captifs les gens qui sortent de la station ou qui entrent, puisqu'ils sont même obligés maintenant de passer dans les locaux du centre commercial lui-même, puisque ça a été, enfin, ce n'est plus public. Donc vous avez ces 5, 6, les 8 hubs, et quand vous voyez ce que font le flux que génèrent les autres stations de transport collectif, là vous tombez de très très haut. Donc même les plus forts, c'est dans Paris, à République, vous avez 40 000, 45 000 entrées de tickets de métro par jour, donc 40 en entrée, 40 en sortie. Voilà, vous êtes très loin des 800 000, des 700 000, des grandes gares parisiennes. Pleyel demain? Alors demain, Pleyel... on dit que les plus prometteurs, c'est Pleyel, parce qu'il y a une volonté politique. Hein. Et Cancer Campus, enfin le campus de IGR, et Noisy-Champs. Pourquoi? Parce qu'on dit que là va converger une série de critères plutôt positifs, qui vont, se conjuguant, créer quelque chose. Mais bon, on est quand même assez loin des flux très très importants. Et ça contraste aussi avec les projets que les architectes des gares ont fait, parce qu'ils ont prévu des surfaces assez immenses. Donc peut-être que ça pourra marcher dans certains cas pour du bureau ou pour de l'hôtellerie ou un peu de commerce, mais imaginez qu'on peut développer des services très importants, c'est quand même un défi qui doit être accompagné d'autres éléments, d'autres ingrédients sur ces quartiers. Et Versailles-Chantier, mais j'attends la critique de mon voisin. Versailles-Chantier. Et d'ailleurs, dans la littérature qui entoure le Grand Paris Express, il est question sur les gares du Grand Paris Express d'un total de 20 à 25 000 m² de commerce, sans autre précision. C'est des échos, c'est même pas dans la littérature de la SGP. On attend de voir la programmation exacte de ces constructions, mais il doit y avoir des discussions en cours. Hein. Je ne suis pas dans le secret des discussions. Voilà. Et donc là, vous voyez effectivement la gare de Pleyel, qui est une gare extrêmement imposante, puisqu'elle va, y compris presque enjamber la voie de chemin de fer, le faisceau de chemin de fer, et être sur plusieurs niveaux. Ça, c'est la belle gare de Villejuif, Institut Gustave Roussy. Voilà, mais vous voyez, hein, ils disent nombre de voyageurs par jour, 19 000. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est les gens qui passent par la gare ou est-ce que c'est les gens qui entrent dans la gare, qui en sortent? Voilà. Pour le moment, c'est très général. Et puis celle-là, elle est très belle aussi. C'est donc la gare de Noisy-Champs,
à côté de la Cité des Cartes, qui a été conçue par Jean-Marie Dutilleul. Donc voilà, ma présentation est terminée. C'est plus de questions que de réponses. 2 mots de fin, simplement. C'est que je voudrais dire que le Grand Paris Express, c'est un projet qui peut être un projet transformationnel, comme on dit, comme l'a dit Braouzek. C'est-à-dire si on sait s'en servir comme levier avec les politiques publiques qui vont avec, d'intensification des quartiers de gare, de règlement des questions de mobilité entre la grande et la petite couronne, une politique de peuplement, de maintien des populations, de localisation des emplois, etc. Là, on peut faire quelque chose, sinon c'est le marché qui va le faire, et c'est les volontés communales extrêmement éparses et très différentes d'un endroit à l'autre. Et puis pour les acteurs privés, c'est aussi d'être aux aguets de ce qui peut être développé ici ou là. Donc ça offre des opportunités qui sont loin d'être négligeables, mais dans des délais de temps qui ne sont pas les mêmes que ceux des politiques publiques. Et puis deuxièmement, savoir que ça fait déjà un moment que le développement de cette région Île-de-France et de cette métropole, le Grand Paris, enfin peu importe comment on l'appelle, est devenu multi-acteur, et on est condamné à travailler en multi-acteurs qui se superposent, qui ne s'entendent pas entre eux, et on co-construit des choses, et c'est un apprentissage relativement long. Il n'est pas évident qu'on arrive toujours à avoir des choses totalement carrées, mais on n'est pas moins bien loti que bien d'autres métropoles. Voilà. Merci Fouad. Bien, tu n'as pas répondu sur l'histoire de Versailles Chantier comme pôle, quand on avait discuté, comme pôle potentiel. Oui, Versailles Chantier sur le sud-ouest. est très intéressant aussi, Oui. mais toujours avec ce problème du flux. Il n'y a pas assez de flux. Il y a 20, 30 000 personnes qui vont passer. Il y a pas mal de rencontres quand même. Alors évidemment, là, il y a du monde parce que Versailles est un endroit peuplé, mais vous trouverez beaucoup plus de gens sur le marché de Versailles que sur la gare. C'est vrai. Bien, merci. Ludovic Castillo, on va enfin donner la parole aux investisseurs Ils ont tout dit. Ils ont tout dit, alors je sais oui, pas. Oui, mais vous allez le dire redire la même chose avec un regard un petit peu différent. C'est le croisement des regards. On va reparler des gares et de l'Italie, mais en dehors des gares, cette problématique des hubs qui se développent sur des lieux d'échange, c'est quelque chose qui vous est familier. Vous n'avez pas attendu la réflexion sur les gares pour investir dans des lieux de passage, de flux, d'échange relativement importants pour développer l'investissement commercial. Alors, d'abord, Altarea, ce n'est pas qu'un développeur de commerce ou une foncière, c'est un développeur de ville, de morceaux de ville. Donc, on est plus à même de parler de l'intensification de la ville. À ce titre, il y a un petit chiffre qui est assez impressionnant, c'est que par seconde, il y a 19 mètres carrés de campagne qui disparaît. Parce qu'en fait, entre les routes, pas que la ville, hein, parce que voilà, il y a aussi, comment dirais-je, les entrepôts. Voilà, ça c'est le e-commerce. Je mets une petite phrase là-dessus. Donc nous, on fait la ville. Et la ville, évidemment, c'est du commerce, c'est du logement, quelle que soit sa forme, c'est du bureau, c'est toutes les activités immobilières. Alors, le commerce, il se met là où on peut faire venir tout le monde. Donc, dans les années 70, clairement, on a créé des villes nouvelles. Il y avait la 86, le périph', etc. Et donc, on a plutôt organisé les choses autour de la voiture. Et puis, on voit bien qu'on est arrivé un peu au bout du système, pour plein de raisons. La métropolisation. Et aujourd'hui, quand Cogedim, quand nous construisons un mètre carré de logement, on ne veut pas être à plus de 500 mètres d'un métro ou d'un RER ou d'un transport collectif. C'est TC, alors ça permet de faire tout ce qu'on veut. Donc voilà.
Et pour le commerce, c'est bien évident qu'on ne peut pas avoir du commerce si on n'a pas des clients qui arrivent facilement. On réfléchit en termes de zone de chalandise et donc d'accessibilité des commerces. Et naturellement, quand on a des millions de passagers qui passent, qu'en plus on a un parking, qu'on a des bureaux, on a une ville dense, eh bien évidemment, il est intéressant d'avoir du commerce. Alors j'ai préparé quelques slides pour essayer de donner quelques exemples de développement autour de pôles. Alors il y en a certains qui sont connus, qui ont déjà été énumérés avant, et puis il y en a d'autres qui sont un peu hors scope. Et donc, non, voilà. Ah, bah ça, voilà. Donc ça, c'est la gare Montparnasse. Donc la gare Montparnasse, c'est une gare qui s'est déplacée dans les années 70, qui s'est créée sur plusieurs niveaux en faisant une connexion en sous-sol avec le métro et qui, en fait, aujourd'hui, il y a plus de 100 000 habitants autour. Il y a la tour Montparnasse, évidemment, avec tous les habitants, tous les gens qui viennent travailler tous les jours. C'est un hub parce qu'il y a 2 lignes de métro, il y a des lignes grande vitesse, donc qui sont... il y a différents styles de passagers qui passent. Il y a ceux qui vont travailler tous les jours, il y a ceux qui font des grands voyages. Et donc, il faut animer la gare en fonction de chaque clientèle, que ce soit la clientèle du quartier ou les clientèles qui fréquentent la gare. Donc, on y développe sur 4 niveaux différents types de commerce qui s'adressent à ces différents passagers. Ensuite, donc ça, c'est vraiment un hub, on va dire, connu, classique, où on aménage et on améliore la fluidité de la gare avec Gare et Connexion pour rendre les espaces plus agréables et offrir, en fait, une diversification de biens ou de services. On a quelque chose de très différent, qui est encore un peu moins connu, et qui est une gare historique, qui est la gare d'Austerlitz, qui n'a pas autant de passagers que celle que vous avez nommée précédemment, mais qui est au cœur d'un quartier qui achève sa transformation. C'est le quartier développé par la CEMAPA, Seine-Rive-Gauche, comme on peut l'appeler aussi. Et c'est une gare qui est en train complètement de se rénover. C'est une superbe gare qui a été un peu oubliée. Et c'est un programme un peu plus ambitieux puisque, en fait, il va faire la couture entre tout le développement qui s'est fait par la CEMAPA, le Jardin des Plantes, et le reste de Paris, puisque, en fait, c'est la fin... enfin, c'est une rotule, ça devient une rotule complètement. Et en fait, il a été voulu par la ville, la CEMAPA, la SNCF, de faire un quartier sans couture où... en sous-sol et à rez-de-chaussée, on lit métro, commerce, bureau, grandes lignes. Voilà. Donc je pense qu'il y a une étape supplémentaire dans l'intégration de la ville et des transports en commun. On devient totalement hybride, c'est à la mode, et sans couture, et ça c'est Internet, donc ça nous l'a enseigné, et donc il faut le répéter aussi en physique. Donc on a déposé le permis il y a quelques jours. Donc voilà, donc j'espère qu'on pourra commencer bientôt les travaux. Alors sur les gares italiennes, c'est un peu différent. Nous, on a été lauréat d'un concours en fait de petites gares. Donc ça veut dire que c'est des gares qui s'adressent pas seulement aux grands voyageurs, mais aux voyageurs du quotidien. Et donc, on retrouve la problématique régionale parisienne. Voilà, et notamment sur la gare de Milan, qui est la plus importante, où il y a énormément qui est connectée au quartier d'affaires, dans l'Isola, et qui n'a pas été du tout travaillé, et sur lequel il va falloir redévelopper le quartier, un peu comme sur Austerlitz, où il va falloir se liaisonner davantage à la ville pour que on n'ait pas d'un côté la gare et de l'autre côté les autres activités. Je pense que, un peu comme on peut le voir aussi en Suisse, les trains en Suisse, ils arrivent au milieu de la ville, un peu comme un tram, et donc on n'a pas les choses qui s'opposent, on a une continuité. Donc on le voit sur des gares moins importantes, comme Padoue. Voilà. Sinon, je voulais
peut-être parler de quelque chose d'un peu différent, parce qu'en fait, on parle beaucoup du commerce, on parle aussi de la densification, de l'intensification, et on doit se rendre compte qu'il y a des zones où, en fait, l'espace est occupé, mais il est occupé en séquence, habitation, commerce, gare, etc. Et donc, aujourd'hui, notre travail de reconstitution de la ville est d'essayer au maximum de supprimer les coutures, de, en fait, quelque part, superposer toutes ces activités, comme ça a été fait à Paris ou dans toutes les grandes villes. Et c'est là où on va recréer des centralités. Et donc là, c'est une opération qui est ville privée, puisque c'est quelque chose qui est né de la rencontre de propriétaires de commerce, de développeurs comme Cogedim, et de foncières commerce, où on s'est dit, écoutez, il y a un espace qui est mal utilisé par le commerce, on rase tout, et on fait une nouvelle centralité avec 1000 logements, 10 000 bureaux, 15 000 mètres carrés de commerce qu'on réintroduit après avoir recréé le quartier, un cinéma, et ça c'est à côté d'une nouvelle gare du Grand Paris. Et ce qui effectivement a rendu possible ça, c'est un peu un dialogue itératif, on va dire, entre les différents opérateurs et l'administration. Ensuite, donc ça, je dirais que la transformation du commerce pour permettre de réaliser des nouvelles centralités, puisque le commerce, il s'était positionné là où il y avait quand même des clients et où il y avait aussi des voies d'accès. Si en plus vous avez des transports en commun, ben vous créez les conditions pour refaire de vraies centralités. Alors il faut qu'il y ait un vrai croisement, il faut que... bon, après on peut discuter sur gare terminus ou pas, etc. Mais c'est très important. Ensuite, dans un cadre un peu différent, qui va peut-être surprendre, la ville de Paris avait lancé un programme sur le boulevard McDonald de réhabilitation. Alors là, ça s'est densifié. Bon, il y a plus de 1100 logements aujourd'hui. Il y a des bureaux, notamment, qui se sont insérés là. Il y a BNP qui est présent. Il y a un multiplex. Et en fait, ce qui a rendu et ce qui aujourd'hui permet d'être dans la bonne trajectoire de développement de cette zone-là, c'est le RER c'est la nouvelle gare, c'est la connexion avec le tramway, qui en fait c'est un transport doux. Donc voilà, et on est au début parce que c'est une vraie transformation en profondeur de ce quartier et où on a apporté des commerces, il va y avoir un jardin, etc. Et on est vraiment dans un... Ben là, on se sert en fait d'un nouveau hub, en quelque sorte, pour implanter de la mixité et une densification urbaine. Donc c'est pour montrer quelques exemples en fait, sur lesquels nous sommes intervenus et qui fonctionnent. Et il peut y en avoir d'autres. Donc je dirais que la clé, vous l'aurez compris, c'est qu'il faut quand même un peu de foncier. Il faut les accès routiers, les accès en transport collectif, à pied, en trottinette, il y avait ça aussi. Mais bon. Voilà. Ce qui est assez intéressant dans ce que vous présentez, c'est que ce n'est pas les éléments objectifs de flux ou de présence de rencontres sur le papier qui fait qu'on va faire la couture avec la ville. C'est qu'il faut qu'il y ait de réunis un ensemble de dimensions qui permettent de réussir le quartier, de faire de la centralité. Et c'est pas, il faut une certaine dimension. Parce qu'il y a 3 lignes qui arrivent que la centralité, on va pouvoir la réussir. Moi, je voudrais rebondir sur Fouad. Je ne sais pas ce qu'il en pense, mais on a vu il n'y a pas très longtemps avec les auditeurs de l'Institut Palladio de cette année les maquettes des concours d'architecture sur les gares. On n'a pas vraiment l'impression qu'il y ait beaucoup de réflexion sur la ville dans un exercice comme ça. C'est un exercice de forme pour des capsules qu'on met sur des stations de métro qui sont sous terre. Est-ce qu'on peut imaginer véritablement qu'avec ce type de réflexion, on peut créer de la centralité ? On peut créer de la centralité avec une belle architecture, ça c'est certain. Mais le bon sens est venu de mon voisin.
je vous donne une image. Quand vous êtes à Juvisy-sur-Orge, vous avez un côté qui est le plateau, c'est le pavillonnaire, commun d'ailleurs avec Savigny-le-Temple, donc des pavillons à perte de vue, des lotissements. Et puis de l'autre, un quartier où il y a la gare de Juvisy, une des plus fréquentées d'Île-de-France. Sur le plateau, je peux vous garantir qu'il n'y aura jamais de commerce. Pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas de densité. C'est étal. On ne peut pas. Donc les habitants se plaignent, ouais, bien sûr. Et sur la gare, on a beau avoir un flux énorme, ça ne se passe pas dans la gare. Il y a un petit marché à côté de la ville de Juvisy. Donc en réalité, si on veut créer la ville de demain, c'est vraiment la ville mixte et dense à la fois qui permet de créer de la chalandise suffisante pour qu'il y ait du commerce. Enfin, dans une ville de 10 000 habitants, il y a une centaine de petits commerces, s'il n'y a que les petits commerces. Ou alors il y a une grande surface qui peut en bouffer quelques-uns, mais généralement, c'est toujours proportionnel à la quantité de gens qui sont attirés par ce quartier-là. Et imaginez que le flux lui-même génère possiblement des achats. C'est considérer que les gens, en sortant de la bouche du métro, vont acheter la baguette pour aller chez eux et transporter le truc. Moi, je pense que ce qui réussit bien dans les grandes gares, c'est qu'il y a un délai d'attente, que les gens vont à la gare pour attendre leur train, ou quand ils rentrent du train, ils peuvent passer encore quelques minutes. Donc, mais ce qui marche encore mieux, c'est le quartier, parce qu'il est desservi, il est desservi par les transports collectifs, parce qu'il est déjà dense. Et s'il est bien conçu, il comporte des aménités, dont le commerce. Donc il faut véritablement que nos architectes qui ont conçu ces objets, qui ont d'ailleurs été critiqués par la présidente de région, elle dit, vous avez fait trop grand, des gares qui descendent à 6, 8, 10 niveaux de profondeur, qui mettent 4, 5 niveaux, etc. Enfin, on a fait l'architecture avant la programmation, et ça, ce n'est pas logique. Donc, on attend de voir. Je voulais vous faire dire. On attend de voir comment ces projets vont évoluer. Et il y a un véritable sujet pour la SGP, parce que la SGP a déjà passé tous les contrats. Elle a retenu les projets et Thierry Dallard doit faire des économies. Ça peut être un gisement, mais il est lié par les projets qui ont été retenus. Voilà. Est-ce que vous avez regardé un peu ces gares en dehors, bien sûr, de Montparnasse, d'Austerlitz, où vous êtes très présent? Est-ce que ce sujet des gares du GPE, enfin du Grand Métro Express, est quelque chose qui vous interroge? Alors, vous parlez au groupe ou au commerce? Parce que pour le groupe, on a regardé, parce que effectivement... Enfin, je parle aux deux. Voilà, donc je vais répondre pour les deux. Donc, pour le groupe, on a évidemment regardé pour voir où on peut recréer du logement ou du bureau. Le logement, c'est évidemment plus facile que le bureau, puisque, je veux dire, il y a... et ensuite... on s'interroge pour le commerce, et en fonction de la densité auquel on arrive, de l'intensification de la ville à cet endroit, on va créer plus ou moins de commerce, mais ça peut aller de 500 mètres carrés à 10 000. Mais c'est en fonction du temps de la population jusqu'au point du commerce. Alors après, je veux revenir juste sur le fait des passagers. Nous, on a... Grosso modo, en fonction du type de passager, il va dépenser entre 20 centimes et 1,80 € à peu près, grande ligne ou francilien. Et donc, ça dimensionne à peu près sur les gares sur lesquelles on travaille, c'est les études. Après, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est une moyenne. Et donc, effectivement... si on est dans une gare du Grand Paris où les gens ils connaissent exactement les horaires de train, ils mettent exactement 3 minutes, voilà, ça va être très limité. Et donc c'est vrai qu'il faut que ça soit au milieu d'un quartier, d'une nouvelle centralité, où les gens ont tendance à avoir envie de rester et pas fuir. Et donc c'est aussi le fait d'avoir des gares agréables. Donc ça, je pense que c'est important. Je veux dire, c'est un travail. Qu'ils aient envie de rater leur train.
Oui, non, bah, ils peuvent se rendre. Il y a un bar, etc. Non, mais il y a dans la conception architecturale de ces gares des possibilités d'occuper, y compris les rez-de-chaussée, d'attirer les gens pour qu'ils entrent. C'est on y du bon boulot. Enfin, à Montparnasse, on met aussi, enfin, à Saint-Lazare aussi, il y en a, mais il y a du coworking, il y a aussi des laboratoires. Enfin, il n'y a pas que du commerce. Il y a aussi d'autres activités. Et puis le e-commerce peut y participer, puisqu'il peut y avoir du click and collect. Je veux dire, il peut y avoir tout un parcours fléché, organisé. Voilà, c'est quand même très porteur. Il y a même une expérience qui mérite d'être citée, c'est la SNCF qui en est très fière. C'est à Metz, dans la gare, ils ont créé une antenne pour faire ses papiers d'identité. Et il paraît que ça marche du tonnerre de Dieu. Donc c'est un service administratif dans une gare. Les gens qui fréquentent la gare donc déposent leur demande de passeport, de carte d'identité, puis ils reviennent la chercher, ils font leurs transactions comme ça. Donc il y a des idées, effectivement, de service, très importantes de services possibles dans ces gares. Bien, messieurs, merci de ces premières réponses. Il nous reste un petit peu de temps pour donner la parole à la salle. Est un peu interactif. Est-ce que vous avez des questions à poser à Fouad Awada et à Ludovic Castillo? Qui veut nous poser une question? Mathieu Cabane, architecte. Vous avez beaucoup parlé des mouvements des personnes et vous n'avez pas beaucoup parlé du mouvement des biens. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui sur le fait de restreindre les mouvements des voitures dans Paris. Et on oppose souvent, enfin c'est assez facile d'opposer le mouvement des personnes ou l'agrément des personnes avec le mouvement des biens, du commerce. Est-ce que vous pourriez élaborer un peu plus cette question-là? Merci. Qui veut répondre? Allô? Oui. Pour préciser, vous voulez parler des livraisons? Exactement. D'accord. Bon, aujourd'hui, nous, quand on implante du commerce en gare, notamment sur Austerlitz, on a une réflexion assez profonde pour essayer de mutualiser en fait les livraisons et d'avoir des points à l'extérieur de Paris et faire en sorte qu'il n'y ait pas une camionnette avec un smartphone qui encombre et puis une heure après un autre, etc. Donc on essaie de mutualiser. On va imposer aussi aux preneurs de passer par une entreprise qu'on n'a pas encore sélectionnée, puisqu'il y aura un appel d'offres qui sera fait, qui offrira ce service et qui sera obligatoire pour nos preneurs. Donc c'est quelque chose qu'on met en œuvre. Après, dans les rues de Paris, je pense que c'est plus compliqué. Mais... Moi, je dirais que l'histoire du grand commerce, ça a été l'histoire de l'optimisation des flux. Pour avoir les prix les plus bas, on a optimisé en concentrant les livraisons vers les centres commerciaux, et on a optimisé le fait que le consommateur puisse aller dans un centre commercial et faire l'ensemble des courses dont il avait besoin, les mettre dans le coffre de la voiture et revenir. Ça, c'est le modèle, disons, d'optimisation absolue. Au point que lorsque les premières études sur le circuit court avaient été faites, il s'est avéré que par les chaînes, il était plus avantageux et moins impactant pour l'environnement de s'approvisionner en fraises venues d'Espagne dans un centre commercial de grande couronne que d'avoir les mêmes fraises en circuit court. Parce que dans les circuits courts, on devait aller à la ferme, dans plusieurs camionnettes, etc. Alors que là, il y avait un transport de masse. La massification était une forme d'optimisation. Aujourd'hui, ce modèle est chambardé parce que nous vivons dans des villes qui sont devenues très difficilement accessibles aux poids lourds, aux voitures, etc. Donc on cherche un nouveau modèle. Et ce nouveau modèle, c'est d'une part la livraison des points de vente qui pose problème, mais l'autre volet, qui est le volet e-commerce, lui, pour le moment, il explose et il est destructeur de l'environnement. Il faut bien savoir que c'est des livraisons de petits paquets à l'adresse X fois dans la journée et le renvoi. Et ce sont des zones logistiques assez considérables
qui viennent sur les terres agricoles en grande couronne. Donc c'est un modèle qui se cherche encore, cet équilibre qu'on peut avoir entre une nouvelle forme de commerce de centre-ville et le e-commerce, dont les principaux consommateurs sont les fameux citadins qui vivent dans la ville intense, n'est-ce pas? C'est les mêmes. Bien sûr, avec cette contradiction des écologistes sur le sujet, bien sûr. Est-ce que derrière ça, derrière une idée simple qu'on avait discutée en particulier avec Patrick Brauzek, qui n'est pas là bien sûr pour intervenir, sur l'émergence de centralité et de points importants dans la trame pour structurer ce Grand Paris, avec des pôles intermédiaires entre la ville capitale et puis la ville de banlieue, est-ce que ce n'est pas finalement la qualité du projet urbain qui va tout simplement faire émerger ces lieux et pas uniquement le fait de concentrer ou de se faire rencontrer sur un nœud particulier, une masse de flux de voyageurs? Je suis très sensible à ce qu'a dit Ludovic Castillo sur le temps d'attente. Je veux dire, si effectivement on ne fait rien et que les gens sont pressés de prendre leur train pour partir de cette gare, eût-elle été particulièrement soignée par l'architecte qui l'a dessinée, il n'y a aucune chance qu'une centralité se crée. Par contre, c'est les projets urbains qui vont faire changer les choses. Oui, c'est-à-dire qu'il y a les projets urbains, moi je dirais, c'est les politiques communales. Vous avez des politiques communales qui sont favorables aux projets urbains, qui peuvent se trouver dans des zones qui sont pas sur le marché le plus porteur. On a vu en ce moment, il y a des croissances de valeurs qui sont très porteuses sur une ligne Kremlin-Bicêtre, Villejuif, etc., parce qu'il y a du mouvement, alors que sur des communes d'à côté, il y a moins de mouvement. Alors que ce n'est pas sur la... ça peut être sur la route d'Orly aussi, il y a cette dynamique-là. Mais ce que je veux dire, le croissant ouest, objectivement, de Saint-Denis jusqu'à peu près Montrouge, Malakoff, en tournant autour de Paris, ça, c'est objectivement un terrain qui ne peut que évoluer vers une plus grande densité et le modèle parisien. Ailleurs, c'est la qualité de la décision politique et c'est la qualité du projet urbain qui peut faire émerger des opportunités qui sont aujourd'hui non soupçonnées. Et c'est vraiment la qualité du personnel politique et sa capacité à discuter avec les promoteurs et à organiser cette maîtrise d'ouvrage intelligente, en disant je peux développer ma commune si je fais ci, si je fais ça. Oui, avec des prises de décision fortes. On en avait parlé ensemble, par exemple sur la Seine-Saint-Denis, entre Champigny, Bobigny. Il n'y a pas véritablement une politique pour essayer de structurer un relais aussi fort que dans le Nord, où Pleine Commune et Patrick Brauzek se sont battus pour... Plus vous allez vers la périphérie, soit la périphérie physique, soit la périphérie politique, soit la périphérie de richesse, plus vous allez avoir des équipes qui manquent d'ingénierie et qui manquent de capacité de répondre. Plus vous allez vers le centre, plus vous avez une gouvernance forte et une puissance et une ingénierie. À Paris, vous avez une ingénierie hors du commun. Vous allez à Sevran, vous avez une ingénierie qui n'est pas bonne, donc elle ne peut pas dialoguer. Elle a du mal. Et si vous allez en grande couronne, il y aura encore une ingénierie plus faible et des élus qui sont démunis dans ces discussions-là. Donc, pour pouvoir construire des projets, il faut des personnes assez exceptionnelles. Regardez Patrick Brauzek. Voilà un homme qui porte le projet de Pleine Commune depuis maintenant plus de 20 ans et qui est parti d'un territoire qui était un territoire industriel, hérité d'une friche industrielle ponctuée de hameaux. C'est comme ça, Saint-Denis, ce n'était pas une ville, enfin il y avait le centre-ville, mais il y avait ensuite des quartiers distribués sur autant de zones industrielles. Et donc par la volonté, par le travail, en regroupant les maires, en parlant, comme il l'a dit, sur l'intensité urbaine, il veut créer de l'intensité.
je pense que c'est un élu de grande qualité qui a pu faire avancer les choses. La même chose, vous l'avez vu à Issy-les-Moulineaux, avec André Santini, qui est un homme également visionnaire. Il y a des élus de qualité qui arrivent à changer la donne. Voilà. Ça, j'y crois beaucoup. Voilà. On est parti de l'ingénierie, mais on a débouché sur un homme. Non, mais si vous voulez, le propre de l'Île-de-France et de la Petite Couronne en particulier, c'est que vous avez Paris, qui est une gouvernance cohérente sur 2 millions d'habitants, et vous avez ensuite, sur les 5 millions d'habitants qui les entourent, des communes, chacun pour soi. Je vous le dis tel que je le pense, il n'y a pas de solidarité entre les maires, et donc il y a des jeux politiques qui entravent des fois les projets. Voilà. C'est ce qui manque à l'Est parisien, si je vous entends bien. Parce que non, pas que à l'Est parisien. Il n'y a pas grand-chose qui émerge. Oui, pas qu'à l'Est parisien. Enfin, bon, et puis ensuite, il y a le marché qui est beaucoup plus fort que tout le monde. Hein, ça. Oui, et quand on parle de gentrification, tout à l'heure, je voulais dire à Patrick Barouzek, Saint-Ouen suit cette politique, mais le changement de politique fait partie du processus de gentrification, et il l'alimente. C'est le nouveau maire qui a... Oui, parce que ça s'est gentrifié. Il y a eu un nouveau maire qui accentue le phénomène. Enfin, il ne faut pas oublier que nos programmes sont en concurrence avec d'autres programmes. Donc, l'intérêt des développeurs, des promoteurs et des foncières, c'est de faire toujours mieux et d'essayer d'anticiper des mouvements pour avoir une offre meilleure et donc d'améliorer la qualité en termes d'offres, que ce soit les offres de services de commerce, mais aussi offres de logement, la variété des logements, voilà. Mais globalement, nous progressons. Et l'Île-de-France d'aujourd'hui, par la plupart des aspects, est meilleure qu'hier. Voilà, mais on a encore beaucoup de progrès à faire pour résoudre les nouvelles contradictions. Une appréciation, Ludovic Castillo, sur la situation italienne. On est un peu dans le même type de réflexion entre les opérateurs, les élus et les investisseurs immobiliers. Vous en avez une perception ou pas? Non, c'est pas du tout comparable. Les pouvoirs publics sont relativement absents. Donc c'est un développement extrêmement opportuniste en fonction de la volonté de propriétaires fonciers. Et il n'y a pas beaucoup de cohérence de développement. Donc l'organisation des voies, etc., etc. Il y a pas de. Je pense qu'on est bien en avance par rapport à l'Italie sur ce sujet-là. J'espère qu'il n'y a pas d'Italiens dans la salle qui se. Et sur le transporteur italien? Alors, une organisation. Le métro, je vais parler parce que le métro, par exemple à Rome, est relativement inexistant pour les raisons qu'on peut imaginer. Mais à Milan, ils ont quand même fait avec beaucoup de retard, puisqu'ils ont annoncé avec la nouvelle foire des accès en métro, l'INAT va être liaisonné par métro avant nous, je pense, pour finir. Donc effectivement, Milan a investi dans le métro. Après, c'est pas accompagné de développement urbain équivalent, c'est un peu indépendant, c'est un peu plus chaotique. C'est pas forcément donc un modèle dont on peut s'inspirer pour l'intérieur des gares, Termini, par exemple, a été développé avant Saint-Lazare. Donc ils ont, parce que le train est très... enfin, les villes sont plus importantes. Il y a plus de villes de 250 000 habitants. Donc ils utilisent beaucoup le train. Mais en revanche, quand il s'agit du développement urbain, c'est plus indépendant, on va dire. Très bien. Merci. Madame voulait prendre la parole. Allez-y. Chaque seconde. Donc c'est quand même interrogeant. Et du coup, ma question est la suivante. C'est pas de ma faute. Hein. J'entends bien. Il y a plein de belles études, il y a plein d'ingénierie, il y a des maires visionnaires, on a entendu beaucoup de choses. Quels sont comment dire, les retours par rapport à cette remarque? Alors, les réponses.
Non, mais en fait, c'est 55 000 hectares par an, parce que je voyais que vous étiez en train de rechercher les hectares. On recalcule, hein, on recalcule. Oui, non, mais vous faisiez allusion à effectivement les 55 000 hectares par an qui disparaissent au profit d'une extension de l'urbanisation. Non, je voulais dire qu'en Île-de-France, tous les ans, aux dernières observations qui datent de 2012-2017, tous les ans, nous sommes arrivés à un record de baisse, c'est-à-dire nous sommes à 550 hectares par an en Île-de-France. Pourquoi ? Et donc 1% de la croissance de la consommation d'espace en France est faite en Île-de-France. Il suffit que vous preniez l'avion d'ici à Marseille ou d'ici à n'importe quelle ville de l'Atlantique, et vous verrez que l'Île-de-France est une agglomération et une urbanisation coupée au couteau. Et plus vous allez vers le sud, plus vous allez voir la dispersion, plus vous allez voir les infrastructures à droite, à gauche. Et quand vous arrivez vers le Var ou vers les Bouches-du-Rhône, là où vous verrez l'ampleur de la catastrophe. L'Île-de-France est protégée depuis très longtemps, par sa très grande densité parisienne et d'une proche banlieue ouest notamment qui est très dense. Et deuxièmement, elle est protégée par un instrument qui s'appelle le schéma directeur de la région Île-de-France, qui interdit de manière draconienne de construire en dehors de la zone constructible. Alors que partout en France, les 36 000 communes, il y en a 1000 en Île-de-France, donc les 35 autres 1000 communes, ont toutes ouvert à l'urbanisation des tas de choses. Hein. C'est d'une manière extrêmement généreuse parce que c'est leur population. Et plus la commune est petite, plus les administrés demandent des droits à construire. Voilà. Je sais qu'on en avait parlé en préparant un peu cette soirée, mais c'était le côté visionnaire de Paul Delouvrier qui avait dit dans le schéma directeur, je l'avais rencontré à cette époque-là, je me souviens, qui me disait ce qu'il faut réussir, c'est les vides. Voilà, les pleins, voilà, on va les faire, mais il faut tenir bon sur les vides. Vous avez parlé de la qualité du projet urbain. Je voulais savoir quels étaient pour vous les critères, ou voilà, qu'est-ce que vous entendiez par la qualité du projet urbain ? Alors, parce qu'il y a des choses subjectives qui sont le verre, les balcons, les immeubles, comment ils se composent. Je pense que c'est le fait d'avoir une grande mixité, d'avoir des écoles, d'avoir des crèches, enfin que les gens aient envie d'y vivre. Je pense que c'est la qualité urbaine, c'est l'attraction qu'on a sur nos clients et le fait que le client parle bien de l'endroit où ils vivent. Voilà, je pense que donc c'est. Alors après, il y a différentes façons d'y arriver. Hein. Vous avez parlé quand on s'est rencontrés des sujets de couture urbaine, enfin de la continuité et de l'absence de limites. Je me souviens du discours par rapport à la gare de Lyon, sur la gare d'Austerlitz, que vous aviez tenu. Alors, mais si on regarde, il y a une urbanisation qui a été une urbanisation de dalle dans les années 70. On voit bien que là, il y avait quand même une vraie rupture. Donc aujourd'hui, on a tout redescendu. Et donc c'est ça. On voit bien que ça n'a pas fonctionné et que les personnes qui habitent dans ces lieux-là, en fait, n'ont pas voulu reproduire ou faire reproduire ce genre de choses. Donc, on l'a constaté peut-être un peu tard. On a beaucoup développé ça parce que c'était un développement tout voiture, rien piéton et rien transport en commun, du coup, collectif. Voilà. Oui, non, moi je dirais que la qualité du projet urbain, c'est d'abord qu'il corresponde au contexte et aux attentes des populations qui vont y habiter ou qui vont y travailler en fonction du contexte. Tout n'est pas Paris. Paris a une forme d'urbanisme
extrêmement dense et intense dans lequel on s'attend à ce qu'à Paris, on ait du commerce à proximité, qu'on ait des aménités, qu'on ait des rues, qu'on ait des cafés, que ça soit animé. Donc ça, c'est ce qu'on recherche à Paris, mais ce n'est pas nécessairement ce qu'on recherche à Montfort-l'Amaury ou ce qu'on cherche à Trappes ou ce qu'on cherche ailleurs. Donc il y a plusieurs possibilités de s'adapter au contexte, et quand une personne veut habiter ou travailler quelque part, elle s'attend à ce que cette identité locale soit reprise et magnifiée et amplifiée. Voilà. La question que je vais poser, c'est sur les métropoles ont un énorme problème, je crois, que ce soit Paris ou ailleurs, c'est le fait que le centre des villes devient accessible uniquement à des classes extrêmement aisées et que les classes pauvres, y compris les gens qui travaillent dans le centre-ville, ne trouvent pas de place pour s'y loger ou se retrouvent dans une situation d'exclusion ou sont obligés d'aller se loger dans des zones très lointaines, ce qui crée ensuite des problèmes d'accès, des problèmes de manque d'équipement, et puis qui sont un peu liés à ce que la crise des Gilets jaunes a exprimé. On a le sentiment qu'avec le Grand Paris Express, on a l'occasion de changer quelque chose de profond dans la métropole parisienne avec une offre de logement beaucoup plus importante et ça ne fonctionnera que si, comme l'a exprimé tout à l'heure Patrick Braouzek, on est capable de faire des logements qui sont ouverts à tout le monde, enfin en tout cas accessibles à l'ensemble des couches et qui commencent à rééquilibrer le problème central que j'évoquais au départ. Bon, alors Patrick Braouzek en a exprimé la sensibilité. Il a dit qu'il prenait des mesures avec ses promoteurs pour limiter le prix des logements, mais que déjà, ce n'était pas suivi dans la totalité de pleine commune. Donc ma question, c'est est-ce que ces démarches, il a évoqué la nécessité d'une volonté politique par rapport à ça. Est-ce que cette volonté politique, elle existe? Est-ce qu'elle est clairement exprimée? Est-ce qu'elle fait partie des objectifs du Grand Paris? Est-ce que c'est le cas? Je n'ai pas l'impression que ça soit clairement exprimé. Et voilà, sinon, je sais pas. Et sinon, quel est le pronostic, quoi? Est-ce que finalement le Grand Paris va permettre de résoudre ce genre de problème, ou est-ce qu'il va ne faire qu'accroître une zone privilégiée plus grande que celle qui existe aujourd'hui, mais qui ne résoudrait pas profondément ces déséquilibres? Bien, une question à laquelle Patrick Braouzek aurait donné une réponse claire et précise. Vous voulez faire le Patrick Braouzek, Fouad? Moi, je vais parler de marché, je vais laisser Fouad parler. Voilà. D'abord, on parle de marché. Donc, tout le monde ne peut pas payer un prix du mètre carré élevé. Donc, plus on aura d'offres, plus on fera baisser, normalement, le prix moyen du mètre carré au total. Parce que si on met 100 000 mètres carrés en vente, vous comprenez bien que on ne va pas avoir des gens qui vont être capables de le payer. Donc je pense plus on offre, plus il y en a qui sont à disposition, plus on va baisser le prix moyen de mètre carré, puisqu'il n'y aura pas cette rareté. Après, il y a un problème de prix de terrain. Et donc là-dessus, il y a un travail à faire sur rendre mutables des terrains qui sont dans une activité pour le rendre au logement, etc. Et il y a quand même pas mal de communes qui ne le souhaitent pas pour des raisons d'équipement public, etc., etc. Donc il y a aussi une limitation de la création de mètres carrés de logement pour d'autres raisons. Après, sur l'aspect plus... Sur l'aspect plus de politique publique, c'est vous connaissez la loi SRU qui a obligé l'ensemble des communes à avoir, si elles ne veulent pas être pénalisées, un taux de logements sociaux de 25%. Nous ne sommes pas très loin du fait que les communes aujourd'hui sur la petite couronne, ait atteint ce taux, même des communes comme Saint-Cloud, comme Rouaille, comme Suresnes, etc., sont très proches de ce taux, sinon l'ont atteint. Ou en tout cas, ils ont dépassé le taux parisien. Donc c'est dire que c'est quand même des politiques qui ont conduit à des résultats. Seulement, derrière la notion de logement social, il y a du plus ou moins social. Évidemment, dans l'Ouest parisien, on a plutôt privilégié le moins social du social. Cela étant, le législateur n'a pas voulu aller plus loin. On comprend que peut-être que politiquement, aujourd'hui, ce ne soit pas possible. Le deuxième élément de ce problème, c'est que Patrick Braouzek défend une vision qui est celle d'un certain nombre de maires de banlieue qui considèrent qu'une commune populaire, au sens qu'il y a 60, 70%, 45%, 50% de logements sociaux, voire très sociaux, n'est pas un problème de mixité sociale,
parce que la mixité sociale, il l'envisage à l'échelle de l'agglomération. Donc il dit maintenir une commune avec 70% de logements sociaux, c'est pas un problème. C'est ce que à Saint-Ouen, d'ailleurs, la situation est celle-là. Et le maire actuel, lui, il pense que la mixité se joue à une échelle dans sa commune, communale. Donc il y a ce débat, à quelle échelle se joue la mixité sociale? Donc il y a deux points de vue qui s'opposent sur la question. Et il est vrai que la question mérite débat. Et l'idéal serait que la loi SRU évolue pour que dans les 25% de logements sociaux, on fasse un peu plus de social obligatoire, mais qu'on évite d'en faire dans les quartiers qui sont déjà très pourvus en logements sociaux. Sujet qu'on connaît bien dans la rénovation urbaine avec l'ANRU. Comment ne pas augmenter? Là, il y a déjà beaucoup de logements sociaux et reconstruire du logement social ailleurs. Merci. Je voulais simplement faire un petit retour d'expérience également sur les centres commerciaux d'il y a une quinzaine ou vingtaine ou trentaine d'années qui ont vu leur émergence également avec la sortie de certaines gares. Notamment Boissy-Saint-Léger, notamment Noisy-le-Grand, notamment Saint-Denis, où vous avez également des centres commerciaux qui fonctionnent ou qui fonctionnent d'ailleurs avec un peu de recul. On voit ce que ça a pu donner. Enfin, je pense que Patrick Brauzek, pour le coup, connaît bien toute la problématique de ces centres commerciaux qui sont aussi autour des gares. Vous avez beaucoup accentué le sujet, notamment de l'attractivité grâce en fait à la densité de la population. Vous n'avez pas du tout évoqué notamment toute la problématique liée à la richesse de la population. Parce que c'est bien beau de vouloir faire... Enfin, on est très content, je pense que la mobilité va s'en trouver effectivement beaucoup améliorée, mais il y a quand même des retours d'expérience qui doivent en fait un peu nous ouvrir quand même les yeux. Boissy-Saint-Léger, même si le RER arrive, c'est pas fun. Voyez le centre commercial des Arcades à Noisy-le-Grand il y a 35 ans, voyez ce que ça donne. La mixité, tout ça c'est bien beau, c'est des mots, mais mine de rien, au niveau du fonctionnement au quotidien, il faut quand même, si vous voulez, avoir aussi quelque part, je dirais, un retour d'expérience qui soit éclairant pour ces futurs succès. Bien, quelques mots de conclusion sans rouvrir tout le débat. Mais ça m'inspire juste une pensée, c'est que dans l'observation des activités économiques, que ce soit des activités tertiaires ou des activités en zone d'activité économique ou du commerce, le commerce est probablement le type d'activité dont le cycle de vie est le plus court, parce qu'il y a une concurrence effrénée sur les modèles et sur les implantations. Donc à chaque fois, vous avez des centres commerciaux qui tombent en désuétude et ça en devient extrêmement problématique parce que la concurrence est souvent assez sauvage. Et c'est vraiment un cycle tellement court que ça génère des friches. Il faut restructurer sans arrêt. On évite dans l'obsolescence. Voilà, il y a une obsolescence. Voilà. Ludwig Castillo, non? Pour compléter cette réponse, trois mots, parce qu'il faut vraiment effectivement, il faut regarder ce qu'on a mal fait, mais les sujets sont complexes, parce qu'il y a eu dans ces endroits que vous avez nommés, il y a eu une évolution de la population qui a changé. Il y a énormément de raisons aux échecs commerciaux et l'adaptabilité aux nouveaux modèles. Parfois des propriétaires qui ne faisaient pas ce qu'il fallait, parfois des copropriétés de commerce, et donc ça parfois c'est propriétés de GIE. Donc c'est très varié, un grain de sable et effectivement ça fonctionne plus. Donc c'est pour ça que d'ailleurs je dirais que quand nous faisons une réponse sur le commerce en opération mixte, on insiste beaucoup sur la prudence, le niveau locatif, à qui on s'adresse, le mixte, le fait de rester propriétaire de l'ensemble, pas nous, mais peut-être en tout cas de façon générale, pour qu'il y ait une
continuité, une gestion réfléchie. Voilà, il faut les problèmes de sécurité doivent être pris en compte. Enfin, il y a énormément de choses. Tout ce qui relève de l'exploitation, de la nature de l'exploitation. Ce n'est pas juste livrer, quoi. De l'accompagnement, livrer un mètre carré. De l'adaptation, du rebond, etc. Très bien, merci de cette question. En tout cas, on va limiter là, le débat. Et donc, il me reste à remercier Patrick Braouzek, qui est déjà parti, Fouad Aouada et Ludovic Castillo pour leurs interventions de ce soir. Merci pour vos questions et votre réactivité. Et bonne fin de soirée à tous.